Bienvenue au podcast de H2H Academy. Mon nom est Nicolas Aubin et cette semaine, pour le 41e épisode, on reçoit moi et Pierre-Luc, Monsieur e-commerce, a.k.a. David Grégoire, parce que oui, je présente son surnom avant même son nom, parce que Monsieur e-commerce a tellement eu un impact, du moins à mes yeux, au Québec, puisque ça fait longtemps qu'il est présent sur le web. Il y a toujours des idées innovantes au niveau d'entreprise, au niveau de modèle d'affaires, de marketing. Je vous invite à écouter ce podcast-là avec attention particulière parce que David a une conception d'entrepreneuriat vraiment intéressante. Pour moi, je trouve ça toujours pertinent de l'écouter parler, de l'écouter expliquer. C'est une personne qui s'exprime bien, qui apporte ses idées. J'espère que vous allez apprécier aussi ce podcast-là. Pour ceux et celles qui aiment nos épisodes de podcast, encore une fois, je vous invite simplement à aller laisser un petit 5 étoiles. Ça fait toute la différence pour nous. Je sais que vous êtes plusieurs à l'écouter. On a seulement une cinquantaine de 5 étoiles à l'heure qu'on se parle. Pour ceux et celles qui l'écouteront dans l'avenir, j'espère que ce chiffre-là aura augmenté. Mais à tous et à toutes, merci encore une fois à ceux qui nous ont encouragés. Bonne écoute à vous. Donc, ce matin, sans plus attendre, on sort ça. Donc, invité spécial avec nous, David Grégoire, a.k.a. Mr. E-commerce. David, bienvenue sur le podcast, puis merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, j'ai une question rapide pour toi en commençant. D'où ça vient, Mr. E-commerce, puis pourquoi que ça t'a suivi, ce nom-là? En fait, moi, je suis en e-commerce depuis longtemps. J'avais une boîte de web, mais avant ça, je faisais de la recherche un logiciel qui faisait de la gestion de pubs sur AdWords, puis sur les autres plateformes comme ça. Fait que c'est de la vente en ligne. J'ai commencé à en faire dans ces années-là. Après ça, Voyage à rabais pendant plusieurs années où on faisait 100 millions par année sur le site web. Bon. Ça a été mon surnom, puis c'est devenu le nom de ma business. Mais ça a failli être aussi le nom de ma business suivante, là, qui est sous-titreur. Ça a failli être Monsieur sous-titre aussi, mais là, je me suis dit, bon, c'est assez les messieurs. Tu voulais te détacher de ça. Puis, fait que dans le fond, c'est quoi? C'est tes collègues, des gens avec qui tu travaillais qui ont commencé à t'appeler comme ça ou c'est toi qui as comme monté ce brand-là? Non, je commençais à me faire appeler comme ça. Puis, quand j'ai parti ma business, c'était naturel. Là. J'avais inventé une recette pour prendre en photo 1000 produits par jour pour le e-commerce. Okay. Fait que ça faisait tout son sens de dire Monsieur e-commerce puis des photos pour le e-commerce. Fait que bref, c'est ça, puis ça m'est resté. Mais tu sais, aujourd'hui, cette business-là n'est plus ma business principale. COVID oblige, etc. Mais le brand reste là, puis ça reste mon nom en quelque sorte. C'est dommage, je t'aurais montré. Je me suis fait faire un sticker par une dessinatrice. Tu sais, les livres Monsieur, Madame, là, pour les enfants, là. Tu sais, Monsieur Gourmand, anxieuse, etc. Ben, il y a quelqu'un qui m'a fait un dessin, là, Monsieur e-commerce avec une valise, puis Fait que tu vas te lancer dans les livres bientôt avec ça? J'attends que l'auteur m'appelle, mais écoute, ça fait déjà 6-7 ans. Je pense qu'il t'a oublié depuis ce temps-là. Cool, ben, merci. Moi, sexy pour les jeunes de 3 ans. Pour les jeunes de 3 ans, parfait. Je pense pas qu'on en a dans notre audience ce matin, mais regarde, pour ceux qui ont des enfants, on sait jamais. Merci d'être là encore une fois. Pour les gens peut-être qui te connaissent pas, il y a beaucoup de personnes. En tout cas, moi, je te connais, ça fait longtemps parce que je te vois sur le web, évidemment. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours? Tu as lancé beaucoup d'entreprises depuis que moi, je te suis sur les médias sociaux. Pour que les gens se positionnent un petit peu, c'est quoi ton parcours entrepreneurial, si on peut le résumer? Ben, aujourd'hui, je me décris un peu comme un multi-entrepreneur, mais tu sais, moi, j'aime faire de la business pour faire du profit. Honnêtement, c'est la raison pour laquelle j'en fais. On devrait peut-être pas, des fois, on devrait vouloir résoudre un problème pour l'humanité. Moi, j'aime bien faire du profit, fait que quand je vois une opportunité, ben je pars une business pour résoudre ce problème-là puis en faire de l'argent. Concrètement, ben, tu sais, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai étudié en mathématiques. J'ai fait des billets de loterie, c'était ma première job. Ensuite, j'ai fait de la recherche pour un logiciel de gestion de pub sur Internet. Puis c'est ça qui m'a amené vers le marketing numérique. Après, bon, j'ai une boîte de web. J'ai travaillé chez Voyage à rabais presque 6 ans, jour pour jour. Et après, j'ai lancé Monsieur e-commerce. Puis là, la COVID est arrivée. Puis mon plus gros client, c'était une chaîne d'épicerie très connue. Puis quand la COVID est arrivée, ben, on s'entend, les épiceries voulaient plus qu'on aille dans les épiceries pour prendre en photo les produits.
Alors, je me suis dit, un peu comme vous, là, je vais faire des vidéos, je vais faire un podcast, etc. Alors, j'ai acheté ce beau studio-là. J'ai commencé à faire 3-4 vidéos, puis je me suis rendu compte que si on voulait que les gens regardent les vidéos, il fallait mettre des sous-titres. Mais le problème, c'est que des sous-titres, ça coûte très cher à faire, surtout en français. C'est fait par des boîtes de cinéma. Il y avait un joueur aux États-Unis qui s'appelle encore Rêve, qui font dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiffres de chiffre d'affaires par année, pouvez-vous croire, en sous-titrage seulement. Ils font juste de l'anglais pour de mémoire 1 pièce et demie la minute. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire la même chose juste pour le français, juste pour mes amis en marketing, tout ça, mais finalement, ça a explosé cette business-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est ma business principale. Mais tu sais, je suis multi-entrepreneur parce que oui, on a encore Monsieur E-commerce qui a du volume un petit peu, moins qu'avant, mais quand même. Sous-titreur qui a le vent dans les voiles. Tu sais, j'ai des parts dans un des plus importants joueurs de vente de bornes de recharge de voitures électriques, et ça depuis 10 ans. Puis ça, c'est en forte expansion, là, ce domaine-là, comme vous savez. Je ne sais pas si vous avez des voitures électriques ou vous êtes encore avec des autos des années 90. Il y a Pierre-Luc qui se magasine en ce moment un char électrique, fait que peut-être tu peux lui donner des conseils. Là. Il hésitait entre une Tesla et une Volvo aux dernières nouvelles. Là. Honnêtement, Tesla, c'est le chef de file pour la technologie, c'est le chef de file pour les batteries, puis c'est surtout le chef de file, puis là, j'ai pas de... J'ai des actions Tesla, là, mais quand même, j'ai pas tant que ça d'avantages à te la vendre, mais c'est aussi, et surtout le chef de file dans le réseau de recharge. Il n'y a aucun autre manufacturier qui a un réseau de recharge actuellement au Canada et au Québec. Puis le seul autre réseau de recharge, autre que Tesla, c'est le gouvernement. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que le gouvernement a fait une bonne affaire publique, mais tu peux t'imaginer que l'expérience de recharge est potentiellement pas mal moins bonne sur les réseaux gouvernementaux, les bornes du gouvernement que sur Tesla. Bon, il y en a d'autres qui vont dire, il y a ChargePoint, il y a Flow, mais sérieux, l'expérience est merdique. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mon partenaire dans Roule électrique sera peut-être pas content. L'expérience est vraiment pas bonne. On va prendre un clip de ça, OK? Puis on va le mettre sur ces médias sociaux. Voilà, j'étais un gars business. On a lancé Plus Crew, on fait des montages vidéo TikTok. Ça fait plus de 3000 vidéos qu'on fait dans la dernière année. Puis là, tu vois, je suis en train de lancer un service de tenue de livre comptable qui s'appelle commiscomptable.com. Bref, je sais que tu vas me poser une question sur les modèles d'affaires et les opportunités. Là, ça va être intéressant d'en discuter parce que moi, j'aime ça. Toutes les fois que je vois que je peux faire un peu d'argent, OK, on essaye ça, puis le plus lean possible, puis on finit toujours par faire de l'argent avec ça. Fait que, tu vois, moi, il y a un point qui m'interpelle beaucoup, tu sais, genre, dans H2H, on veut redorer le blason du vendeur, mais on veut aussi redorer le fait que c'est correct de vouloir faire de l'argent. Tu sais, c'est tellement tabou au Québec, je trouve ça tellement beau quand fais de la business pour faire du profit, c'est mon intérêt. Puis tu sais, à un certain point, j'espère un jour, si je deviens multimillionnaire, pouvoir avoir des actes philanthropiques parce que je vais tellement avoir de cash que je vais pouvoir me permettre de faire ça. Mais à un certain niveau, je trouve ça beau de voir un entrepreneur qui le dit haut et fort, genre, qui vient pas se cacher sous une défaite BS de genre, j'aide les gens en Afrique, là, tu sais, whatever. C'est ça, c'est social. By the way, on en reparlera parce que je veux faire une fondation pour, on en reparlera, mais c'est social de vouloir faire de l'argent parce que someone's spending is someone else's revenue. Là, si moi, je fais de l'argent, ça veut dire que je dépense dans tous les business ici dans mon village puis que je fais rouler l'économie. Tu sais, toute ma belle famille, c'est tous des docteurs, mais s'il n'y a pas d'entrepreneurs qui font de l'argent et qui payent de l'impôt, je vois pas comment on va faire pour payer tout ce monde-là, toutes ces routes-là, tous les fonctionnaires, toutes les BS, tous les programmes sociaux, toutes les écoles, tous les hôpitaux. Fait que, tu sais, s'il n'y en a pas d'entrepreneurs, il n'y en a pas de services sociaux. Fait que c'est socialement bon de vouloir faire du cash. Puis surtout de le dépenser. Exact. C'est bon pour nos poches, puis c'est bon pour le reste. Je trouve que c'est une très belle façon de le voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de charger cher, ils ont peur de dire « Ah, mais non, mais tu sais, je veux pas comme charger trop cher à mon client », alors que ils ont les compétences, ils ont la business pour le faire, sont en mesure, mais des fois, ils sont comme je veux aider, mais au final, de la façon dont tu l'apportes ici, je pense que ça apporte de la clarté à ça. C'est pas mal de faire l'argent, ça l'aide la société au final, définitivement. C'est même une sécurité pour le client. Tu sais, j'étais à Paris la semaine passée,
chez un de mes gros clients. Tu sais, j'ai dit, tu mentiras pas, là, c'est une business très rentable, là, la business de filtrage que j'ai. Là, je fais beaucoup de profit. Fait que là, tu sais, tout de suite, il dit, oh, puis là, il veut me taquiner avec ça. Puis après ça, il dit, tu sais quoi? Mais je trouve ça bon parce que ça veut dire que tu vas être encore là demain. Puis tu vas être là encore après-demain pour pouvoir me rendre le service, puis tu laisseras pas ma business en plan. Alors, le fait d'avoir une business rentable qui fait de l'argent, c'est aussi sécurisant pour les clients parce que ça veut dire que tu ne seras pas un fly-by-night. Ça veut dire que tu vas être encore là demain pour faire le service après-vente. Tu vas être encore là demain pour aider la business de ton client. Alors, c'est tout à fait noble. Tu sais, tous les produits qu'on utilise là, actuellement, bon, tu fais un Facebook Live. Facebook, c'est une business. J'utilise mon laptop ici, mon cellulaire, ma caméra. J'habite dans une maison. Toutes les choses que j'ai, la montre, le T-shirt, toute ma vie a été créée par des entrepreneurs qui ont vendu des produits ou des services. Toute ma vie. S'il n'y avait pas ça, j'habiterais dans une grotte, puis c'est moi qui chasserais puis qui mangerais à même l'os, là, tu sais. Fait que c'est vrai, là, tout ce qu'on utilise dans notre vie, c'est des entrepreneurs qui l'ont créé, distribué, vendu. Il ne faut pas avoir peur de vendre. Si on n'est pas là, il n'y a rien. Ouais. C'est vrai que toutes les cool shit de notre société ont été commercialisés par des vendeurs, des entrepreneurs, pas nécessairement des inventeurs, parce qu'on en rencontre des inventeurs qui ont aucun social skills, qui sont pas capables de vendre. Fait que, tu sais, le vendeur et l'entrepreneur qui fait du profit, c'est sûr, c'est du capitalisme pur et dur, mais dans une certaine mesure, sans ça, on n'a rien de ce qu'on a aujourd'hui. On n'a pas la qualité de vie qu'on a. On n'a pas tous les upsides que ça peut apporter dans notre société. Donc, exact. Puis, il n'y a pas d'impôts qui sont payés, puis de taxes non plus. Mm-hmm. Et pas d'impôts, pas de taxes. Ben, t'as pas de services sociaux, t'as rien. On s'entend qu'en tant qu'entrepreneur, on en paye en masse là, comparativement à quand tu regardes un salaire sur le T4, tu ne payes pas beaucoup d'impôts versus la business, ta barouette à la fin de l'année, on contribue beaucoup là, à la société, définitivement. Ah oui. Si on continue un peu dans ce point-là, on parlait des ventes justement, puis je pense que tu avais une question pour David concernant les ventes justement dans sa business alors qu'on tourne autour de ça. Je vais te laisser moi et David, on s'est jamais rencontrés individuellement, mais on s'est toujours suivis, puis on a toujours chit-chat sur Messenger depuis le temps. Puis je pense qu'on a un influenceur en commun qui est Grant Cardone, puis pour lequel on affectionne beaucoup sa mentalité sur la croissance en affaires, puis dans le mindset, et évidemment aussi. Fait que tu sais, moi, ma question, c'est comment, tu sais, toi, les ventes dans tes business viennent prendre une place, puis comment, tu sais, toi, tu as mis une place prépondérante des ventes dans tes business, puis pourquoi c'est vraiment important pour toi, Nicolas, dis-le pas à Pierre-Luc, là, mais même si j'ai jamais rencontré Pierre-Luc one-to-one, j'ai quand même déjà rencontré sa blonde. On ne dira pas, OK? Non, il le sait. Oui, je suis un fan de Grant Cardone. Tu sais, la question, j'ai lu dans un livre il y a longtemps, qu'est-ce qui est le plus important dans une business? Là, il y a des gens qui vont dire que c'est les employés, l'équipe, les processus, le marketing, tout ça. Mais la réalité, là, c'est le client et les ventes. Parce que tant et aussi longtemps que tu n'as pas de client et que tu n'as pas de vente, ben, tu n'as pas de cash puis tu n'as pas de business. Pour avoir une business, il faut vraiment que tu réalises des ventes. C'est la chose essentielle, c'est le jus, c'est l'eau qui va faire rouler ta business. Et c'est aussi la solution à tous les problèmes que tu peux avoir personnels et les problèmes business. Si tu vends plus, tout va bien aller. Tu vas faire un investissement qui coûte cher, tu vas avoir une autre maison, un autre enfant, peu importe ce que tu veux, ben, d'avoir plus d'argent, ça aide. Puis pour faire plus d'argent, mais il faut vendre plus. Fait que moi, je suis persuadé de ça. Je suis convaincu, les ventes, c'est ma vie. Je te dirais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie en privilégiant les ventes à la satisfaction des clients. Grant Cardone, il dit, il n'y a pas de satisfaction de client s'il n'y a pas de clients. Fait que ça prend des clients pour avoir une satisfaction des clients. Mais trop longtemps dans ma jeune carrière, je privilégiais les ventes et j'ignorais complètement la satisfaction des clients. J'ai réalisé que ça prenait les deux. Mais c'est sûr que, comme Grant Cardone l'a dit, les clients viennent avant la satisfaction des clients. Fait que, arrange-toi pour avoir des clients. 1. 2, arrange-toi pour les satisfaire, les impressionner, puis tu vas les garder. Fait que ça, c'est une leçon que j'ai appris dans ma vie. Il faut faire des ventes, puis il faut satisfaire les clients. C'est comme ça. Puis, mais de nos jours, il n'y a plus personne, hein, by the way, qui fait le extra mile. Tu sais, on entend tout le temps parler des services à la clientèle en disant que c'est mauvais.
toutes les compagnies offrent un service à la clientèle carrément mauvais, sauf certaines, là, Amazon, Apple, mais tu sais, au quotidien, là, c'est que des mauvaises expériences dans les restos, dans les commerces de détail, dans les business sur le web, etc. Il n'y a plus personne qui s'attarde à offrir ce service-là et à entretenir la relation. Même aujourd'hui, là, les représentants de ça, les vendeurs, beaucoup font des appels vidéo comme ça. Mais tu peux encore te déplacer puis aller voir ton client. Tu sais, peut-être pas tous les clients, mais moi, je vais voir mes clients à Paris, mes gros clients. Tu sais, j'ai peut-être 5 gros clients à Paris. J'y vais à tous les 6 mois. Je peux te dire que je suis indélogeable. Le fait que j'aille les voir et que j'entretienne la relation, ben, on découvre tout le temps des nouvelles opportunités de vente que je peux leur faire. Fait que c'est sûr qu'on se fait des appels vidéo, mais il n'y a rien qui empêche de continuer à développer des relations comme ça à long terme. Ouais, il faut pas oublier que ça coûte plus cher aller chercher un nouveau client que d'en garder un. Tu sais, toi, ton vol Paris aller-retour, plus ton souper, ta chambre d'hôtel, ça peut peut-être te coûter 5, 6, 7, 8 000 $, I don't know, mais aller chercher un nouveau client qui va te rapporter autant que celui-là, les efforts de marketing, de vente, de mise en place, de commencer avec un nouveau client, d'apprendre à le connaître, de former du staff pour travailler avec lui, ça coûte vraiment plus cher que de garder ce client-là. Moi, c'est toujours cette mentalité-là que j'essaie de garder en tête. Ça coûte plus cher aller en développer un nouveau que de garder ceux qu'on a en ce moment. Il y a une affaire à laquelle tu penses pas, Nicolas, c'est aussi qu'on trouve des nouvelles opportunités de vente en allant leur parler. Of course. Là, on se rend compte, ah oui, vous aviez aussi ce besoin-là. Savez-vous, je peux vous aider. Fait que ça finit que c'est rentable. Tu sais, au-delà du fait de les garder, ça finit que tu leur vends plus. Ça finit que des fois, ils veulent séparer la business dans 2 fournisseurs. Mais là, parce qu'ils te voient souvent, ils disent, tu sais quoi, je vais t'en donner un peu plus, je vais t'en donner un peu plus. Puis là, au final, ben, la relation est trop forte, puis ils veulent plus donner aux compétiteurs, puis ils te donnent quasiment tout. Tu sais, les grands, ça va pour les autres. Autant pour le client, ça devient compliqué pour lui de changer de fournisseur quand tu es tellement rendu habitué de travailler avec lui depuis X années puis que tout est en place. Ça ne tente pas de faire un move. Là. Il est bien, il est confortable dans cette situation-là. Non, ça fait 100% de ça. Et si vous faites du rebond, on a une mentalité qui est dominante dans H2H, c'est vendre pour revendre. Ah, c'est bon ça. Ben oui. Fait que tu sais, oui, on va privilégier le close on the spot, on va privilégier d'avoir un funnel pour closer là. Mais tu sais, c'est toujours en restant éthique, en ayant bâti la relation. Puis après ça, ben clairement que si tu peux lui revendre, je sais pas, là, mettons un char, ça peut être un 2e, un 3e char. Tu sais, il y a des vendeurs de chars qui ont bâti des réseaux où est-ce qu'ils vendent des chars à toute la famille au grand complet. Puis à chaque fois qu'il y a un switch chez eux, fait c'est vraiment cette optique-là. Puis ce que tu nous expliques là, c'est ça. C'est care de ton client puis de t'en occuper. Si je reviens à ce que tu as dit au début qui était vraiment pertinent, on voit beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sortent. Moi, je déteste les institutions scolaires d'aujourd'hui ou les centres de formation plus traditionnels qui vont dire faire un plan d'affaires, tu sais, assure-toi que ton marché il est bon. Je suis comme ta gueule, va faire des ventes, commence à tester ton procédé, ton procédé, ton service, ton produit, est-ce qu'il intéresse quelqu'un, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça, puis ensuite on montrera le plan d'affaires, on ira chercher du financement, mais comme tout le monde fait ça à l'envers, puis ça fait en sorte que ça augmente la précarité financière parce que là, les difficultés associées au cash flow, ça s'empile une par-dessus l'autre, puis ça devient difficile de se concentrer sur les ventes à un certain niveau. Tu sais, là. Ouais, je vais te raconter l'histoire de sous-titreur parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Tu sais, versus Monsieur e-commerce, j'ai inventé le système, puis là, j'essaie de le vendre. Fait que là, le process de vente était quand même plus difficile à faire parce que je recueillais pas la demande. Tu sais, j'avais inventé un nouveau produit, un nouveau service. J'essaie de le pousser un peu dans la gorge des gens, là, on va le dire de même. Mais sous-titreur, ça s'est passé complètement à l'envers. J'ai fait des vidéos. J'ai engagé un gars pour faire mes propres sous-titres. Lui, il avait trop de temps. Fait que là, j'ai parlé à mes amis en marketing. Hey, avez-vous des vidéos que vous voulez faire sous-titrer? Là, ben, à un moment donné, j'avais trop de fichiers vidéo à gérer. J'avais trop de paiements à gérer. J'ai dit, regarde, on va faire une page web, là. Il va y avoir ma face, un lien upload your video, pay now. C'est tout. Puis on a roulé avec ça pendant 2 ans, avec le même site web de une seule page de upload your video and pay now. Puis c'est tout. Puis tu vois, ça clac, ça montait. Je m'en souviens, je l'utilisais, ce site web-là. Fait que là, c'est sûr, aujourd'hui, on s'est grillé d'un site web plus élaboré, là, parce qu'à un moment donné, on faisait des millions, là, fait que là, il fallait puis on avait des gros clients qui faisaient dans les centaines de millions de chiffres d'affaires, fait que il fallait avoir de l'air plus solide. Mais on a roulé longtemps comme ça, super lean,
en recueillant la demande. C'est sûr que j'ai fait du marketing, c'est sûr que j'ai fait des ventes, mais j'ai pas encouru de dépenses avant d'en faire des ventes en quelque sorte, ou des dépenses très minimales. Tu sais, si tu regardes mon PNL, là, mon budget mensuel de sous-titreur, là, j'ai été rentable 1, 2, 3 mois. Après ça, là, j'ai décidé d'investir un petit peu en publicité. C'est là qu'on a fait le site web. Fait que, tu sais, j'ai perdu de l'argent 2 mois. Après ça, j'en ai plus jamais reperdu, là. Mais tu sais, quand j'ai perdu de l'argent, ben, ça faisait déjà 3 mois qu'on était rentable. Mais tu sais, rentable avec des grenailles, là, parce que ça commençait. Et tu sais, le service comptable là, de tenue de livre là, qu'on offre maintenant, là, tu peux aller là, sur commis-comptable.com, il n'y a rien. Il n'y a pas de site web. J'ai investi 0 sur le site web. J'ai investi à peu près 50$ sur des comptes email, mettons 100$ sur des noms de domaine. Là, je suis à 150. Là, nous, on est tous mes business et tous clients de ce business-là. Puis, j'ai fait 2-3 posts Facebook. J'ai recueilli 2 clients qui étaient le target qu'on voulait faire. Et là, ben, on fait rouler la machine, on s'améliore, on essaie d'offrir le meilleur service. Puis là, ben, à mesure, on va chercher un autre client. Puis à un moment donné, on va avoir un site web, on va investir en marketing et tout, mais on est allé chercher des clients avant toute autre chose, là. J'ai dépensé 150$. Le passage d'utiliser ta communauté organique, tes autres business, pour tester, c'est quand même une bonne stratégie, mais ça nous amène avec un point qu'on voulait aborder avec toi, celle-là est très intéressante. Comment tu as fait pour détecter cette opportunité-là? Parce que tu en parles, puis je la comprends, l'opportunité, mais est-ce que tu es capable de l'expliquer comment tu l'as détecté, là, l'histoire de commis comptable? Là, il y a deux écoles de pensée en termes de facturation, là. Il y en a qui essayent de charger le plus cher possible pour un produit ou service. Il y en a qui essayent de charger le moins cher possible pour un produit ou service. Moi, j'ai toujours été, tu sais, j'étais chez Voyage à rabais, alors on allait sur le volume puis le moins cher possible. J'ai toujours été meilleur à charger le moins cher possible, mais avoir beaucoup, beaucoup de clients. Ceci étant dit, les deux approches sont très bonnes. Je sais que vous, les gars, vous êtes un peu plus, on charge plus cher. Les deux approches sont différentes. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde dans ma vie, puis souvent dans ma vie d'affaires, je regarde qu'est-ce qui me fait vraiment chier comme service. On va se le dire. Excusez-moi là, de mon langage. T'as pas besoin de t'excuser, ça. Le sous-titrage, j'ai sous-titré moi-même mes premières vidéos et ça me faisait carrément suer. OK? Vraiment beaucoup. Je me suis dit, OK, il faut... Ah non! Il n'y a plus de vidéo. Ma caméra s'est perdu. Attends, tu vois, c'est pas juste ma caméra qui fait ça. C'est bon, ça. Je me sens non, c'est parce que ça faisait... J'ai essayé de la débrancher. M'entendez-vous quand même? On t'entend. Attends, sinon, je vais changer de cam. Pas grave, prends le temps. On n'a pas de stress. Là, on va piler ça. Ben là, Karine, elle va dire, si j'ai du montage à faire dans le podcast. Mais c'est la première fois que ça m'arrive avec cette caméra-là, mais en même temps, on sort des travaux. Fait que... attends, ça s'est mis à... T'as juste fermé ton écran. Démarrer la vidéo. Là, ça va être ma... Bon, ça, c'est ma cam... Tu peux être sur celle-là si tu veux, là, c'est pas la fin du monde. J'aime mieux l'autre. C'est sûr que les clips vont être plus beaux avec l'autre, tu sais. Les clips, il fallait pas qu'on fasse à l'heure. Là. C'est bon d'avoir toujours un plan B. Vous voyez maintenant mon studio, je vais la mettre plus droite. Voilà. Fait que je prends des choses qui me font carrément suer dans mon quotidien d'affaires, puis je me dis, OK, comment est-ce que moi je peux le faire? Je vais essayer de me mettre plus droite, là, mieux cadré. Bon. Comment est-ce que moi je peux le faire plus efficacement à meilleur coût? Parce que quand on est capable de faire de quoi plus efficace à meilleur coût, c'est sûr qu'on décroche tous les clients. Tu n'as même pas besoin de persuader le client parce que c'est un no-brainer. Fait que là, le sous-titrage, je me suis dit, je vais offrir le service à meilleur coût parce que c'est de la merde, personne ne veut le faire. La tenue de livre, premièrement, personne ne veut le faire. Puis deuxièmement, ceux qui le font, c'est des madames dans leur sous-sol qui sont pas fiables, qui sont pas à l'aise avec l'informatique, qui te chargent et te font une facture complètement opaque de combien ils ont passé de temps sur chaque affaire. Tu n'as aucune idée. Ça te coûte 600$ par mois, 300$ par mois, 2000$ par mois, peu importe. Tu n'as aucune idée, la personne, elle a passé son temps où? Elle a-tu été efficace? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu sais pas. Là, tu vas regarder tes chiffres dans QuickBooks. Oups, tes chiffres, ils datent de 2 mois. Fait que tu n'as même pas un portrait clair de ta business. Fait que là, je me dis, OK, c'est assez facile d'être plus efficace que ça. Ouais. Fait que comment est-ce qu'on peut l'offrir à meilleur tarif de manière plus transparente? Fait que là,
Ça a été ça la stratégie, dans le fond. Fait que parce que c'est vraiment intéressant, là, cette partie-là, là, nous, on paye, je m'engage pas, là, on paye 85 $ de l'heure pour de la tenue de livre. Puis, évidemment, il y a des fins de mois, il y a des trucs plus comptables qui sont plus complexes, ça, je peux comprendre la valeur. Mais tu sais, commis comptable qui sort du cégep, à mon humble avis, ça devrait pas valoir 85 $ de l'heure, mais pourtant, ça, c'est le marché du Québec en ce moment, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai hâte de voir quelle offre tu vas sortir avec probablement ton réseau de freelancers complètement mongol qui va être capable de faire cette job-là, probablement, là. Exactement. Mais tu vois, côté pricing, là, je trouve que ça fait pas de sens de payer de l'heure. Parce que tu sais pas la personne, combien de temps ça y prend. Tu sais, il y a du monde, là, nommer ma mère, là, j'en aime beaucoup ma mère, mais ma mère, devant un fichier Excel, n'est pas nécessairement la plus rapide. Moi, tu me regarderais sur Excel, tu dirais, tabarouette, le gars, il est donc bien vite. Bon, entre les deux, il y a une infinité de personnes. Alors, pourquoi est-ce que faudrait payer de l'heure ne sachant pas la personne, son efficacité? Fait que là, nous autres, comment qu'on procède, c'est que chaque transaction qui est conciliée, chaque transaction qui est rentrée dans QuickBooks, tout ça, il y a tout un prix. C'est quelques cents par transaction. Fait que là, toi, tu n'as aucune idée, ça nous a-tu pris 6 heures, 4 heures, 2 heures, 1 heure, 30 minutes, 20 heures, tu n'as aucune idée. À la fin du mois, tu sais qu'on a rentré 100 factures, mettons, puis ça coûte 1,12 par facture. Ben, ça t'a coûté 112 piastres pour rentrer les factures dans QuickBooks. Tu vas le réduire à la pièce. Chaque opération va être facturable. Oui, c'est ça qu'on fait actuellement. C'est ça, exact. On a 2 clients, plus moi, mes business, là, qui sont notre propre client nécessairement. Puis c'est comme ça qu'on fonctionne. On facture à la pièce. Fait que là, tu sais, de manière tout à fait transparente, combien ça va te coûter si jamais je fais 2 fois plus de ventes. Combien ça va me coûter si jamais j'ai 2 fois plus de transactions. Tu le sais parce que tu le vois, qu'est-ce que ça te coûte. Mais là, actuellement, là, ta madame à 85 $ de l'heure, tu n'as aucune idée. Ouais. C'est une base de confiance. C'est une confiance pour vrai, tu sais, le plus ultime, autrement, c'est vrai. Le bureau de comptable, il veut pas faire ça. Le bureau de comptable, là, il veut faire des fins d'année, il veut faire des rapports d'impôts, il veut faire des affaires de même. Il veut pas rentrer des chiffres de Excel à QuickBooks, tu sais, venir identifier les transactions. Ils veulent rien savoir de faire ça. Ils l'offrent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que les clients sont pris et en ont besoin. C'est ça, parce que ça, mettons, nous, notre cabinet comptable, c'est Solus Comptabilité Fiscalité à Trois-Rivières, puis il avait été assez transparent à cet égard-là. Il était comme, si tu peux te trouver quelqu'un pour ta tenue de livre, on préférait pas te prendre, là, tu sais, parce qu'il aime pas ça, faire ça, puis encore pire, si ça l'excite pas, tu te lances pas un cabinet comptable pour faire ça. Non. Tu veux des cas complexes de fiscalité, tu veux t'éclater, fait que c'est pas ça qui les excite. Fait que dans le fond, là, si on résume ça, tu pars de la prémisse que dans ta business, tu analyses qu'est-ce qui te fait chier, puis tu dis, OK, ça, comment je pourrais le faire, genre moins cher, plus efficace, puis ça te permet de créer des business. Sous-titrage, c'est l'exemple, là, maintenant, la tenue de livre, c'est l'autre. J'imagine le montage vidéo, c'est la même affaire. Ah oui, même affaire. Hey, sérieux, gérer. En fait, ça a commencé de James Forbes puis Christophe, je sais pas si vous les connaissez. Ouais. Tu sais, les gars, ils voulaient offrir le service de vidéo. Moi, j'essayais d'en monter moi-même des vidéos TikTok pour sous-titreurs dans le temps. Puis c'est du gossage, là. Tu sais, ça te prend vraiment toute une mécanique, là. Dire, OK, je filme la vidéo, je transfère mes fichiers, je prends le temps, là, comment je vais diviser ça en plusieurs sous-vidéos. Là, je mets des animations, de la musique, des sous-titres. Mais là, ça finit pas parce que ça, tu veux en produire plusieurs par jour. Fait que c'est vraiment de la merde à gérer. Encore, c'est la même affaire. Là, tu dis, ben, OK, je vais embaucher un monteur à temps plein. Là, tu n'as peut-être pas assez d'ouvrage pour lui. Le gars, il fait peut-être pas un résultat totalement égal partout. Fait que puis embaucher des entreprises pour faire ça, ça coûte assez cher. Fait qu'on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut l'offrir? Encore une fois, plus efficace, moins cher, standard. Puis c'est ce qu'on fait. Écoute, on a des clients qui sont avec nous depuis 1 an, là, qui sont avec nous, puis on monte des vidéos à tous les jours pour eux. On a des clients qu'on monte plusieurs dizaines de vidéos par jour actuellement pour eux. Pour te dire le volume, là. Ça roule quand même. Et moi, je suis curieux, parce que là, tu parles de tous les modèles ou les business que tu as partis comme ça. Oui, ça vient d'un problème que tu vis concrètement, mais c'est ça ton fun, comme de lancer des startups puis moi, j'aime ça. Zéro? Moi, j'aime ça. Regarde, tu vois, j'ai une directrice générale qui rentre aujourd'hui là, pour gérer parce que gérer les opérations, moi, j'ai pas tant de plaisir que ça. Moi, j'aime ça gérer de la nouveauté, des nouveaux concepts publicitaires,
des nouveaux projets techno, des nouvelles business. Moi, faire rouler, tu sais, une grosse pierre, une grosse roue en forme de, une grosse pierre en forme de roue, c'est-à-dire, là, tu sais, la pousser, là, ça tourne, générer du cash, voir ça déposer dans mon compte de banque, j'adore ça. Trouver des solutions à des problèmes complexes, j'adore ça. Mais tu sais, la poutine au quotidien, beaucoup moins. Fait que. Ben, tu sais, ça a un peu avec ma prochaine question parce que, tu sais, toi, tu as repéré des opportunités dans le marché. On pourrait même parler, moi, j'avais une business en tête. Je me souviens que tu avais lancé un magazine qui est devenu une ça, compagnie. C'est devenu une compagnie aérienne. Exactement. Le magazine, c'était juste une excuse, hein. On va se dire. OK, c'était parce que tu voulais vendre le brand. Non, c'est parce que c'était. Je sais pas si je pense que je peux le dire. Aujourd'hui, j'ai jamais eu d'entente de confidentialité pour ça. C'est glissant, là. Ouais. Mais c'est parce qu'on voulait partir d'une compagnie aérienne. Mais c'est parce que si tu dis que tu pars une compagnie aérienne, premièrement, tu as toutes les autres compagnies aériennes qui sont dans ton cul, OK? On va se le dire, parce que c'est des gros bidous, là. C'est de la grosse argent. Fait que là, on s'est dit, OK, la meilleure façon de, un, commencer à monter une audience, deux, commencer à rencontrer des gens du milieu, autant à destination qu'ici, de manière incognito, c'est de lancer un magazine de voyage. Mais la réalité, c'est que c'est devenu une compagnie aérienne, là, vous le voyez, là. Fait que, parce que ça existe aujourd'hui. On peut le nommer, là, pour ceux qui savent. OWG. Fait que, bref, c'était ça la stratégie, c'est de dire, on commence à monter une audience tout de suite, on a une présence, pendant qu'on commence à faire nos premiers préparatifs, puis quand on est prêt, on fait le switch. C'est exactement ce qui s'est fait. Moi, je suis parti juste avant la COVID. Quelle chance! Wow! Tu sais, quand on parle de timing, celle-là est cinglante comme timing. Ouais, ça, j'ai été très chanceux. C'est le même, mais t'as pas de chance non plus si tu fais rien. Non, Mais toi, c'est juste avant la pandémie, là. Je suis parti en novembre. Puis la pandémie est arrivée en mars. Fait que, tu sais, vraiment, là, j'ai été très chanceux. Ouais. Dans le fond, toi, ton idée initiale, c'était de lancer la compagnie aérienne puis de trouver des associés, des partners là-dedans. Il y avait déjà... En fait, on voulait lancer ça. J'étais déjà partner avec une compagnie d'aviation, là. C'est ceux qui ont acheté le brand, dans le fond, puis qui ont lancé ça à l'heure actuelle? Oui, ben ils étaient déjà propriétaires à 50%. Oui, exactement. Ouais. Oui, ils m'ont racheté, mais il n'y avait pas vraiment de valeur, là. Il n'y avait pas tant que ça de valeur là-dedans. Là. Les avions, c'est eux qui les avaient déjà, là. OK, ben je me demandais justement si ce brand-là, il y avait eu une valeur puis tu avais mis quelque chose avec eux. Ben, c'est toi qui as créé le brand initialement, c'est ça? Oui, on l'a créé ensemble. Là. Oui, okay. Moi, j'étais président de ça, là, mais non, c'était un beau travail d'équipe, ça. Honnêtement, c'était un beau projet. Je regrette un peu d'être parti en même temps. Je ne regrette pas parce qu'il y a eu la COVID, là, mais c'était un beau projet parce que je me disais dans la vie, si tu veux être crissement riche, il y a 3 manières. Ou bien une compagnie pharmaceutique. Là, j'entends riche, le milliard. Là. Une compagnie pharmaceutique. Ou bien vraiment un coup de circuit en techno, mais vraiment un coup de circuit. Ça, c'est vrai, il n'y en a pas tant que ça. À la Facebook, à l'Instagram, à la Frame.io. Ou bien une compagnie aérienne. Ça me semblait être le plus solide. Des 3. Ouais, j'étais partner avec un gars qui avait déjà des avions. Tu sais, c'était parfait. Bref, la vie, je passe à un autre appel. Aujourd'hui, je suis très heureux en passant. Vous connaissez pas mon quotidien, les gars, mais moi, je fais du ski tous les jours. Là, de ce temps-ci, je fais de la randonnée, du vélo. Je vois que tu fais du touring l'hiver. Là. J'ai commencé à faire ça. Je te voyais une couple d'années, me semble que tu fais ça. Puis je me suis intéressé à ça pendant la COVID. Parce que les monts de ski pendant la COVID, c'était le bordel. Là. Il y avait tellement de monde partout. J'ai commencé à faire ça. Je ne fais que ça. Je ne vais plus dans les monts de ski. Je trouve que c'est plate. À ce temps que tu t'en vas dans le bois et que tu es dans la poudreuse, c'est complètement différent. Mais bref, je vais revenir à ma question sur ça. Tu sais, toi, tu as été justement le gars qui a démarré des idées d'entreprise, qui a voulu toujours résoudre des problèmes actuels. Fait que, si on peut dire comme ça, est-ce qu'il y a une entreprise que tu as poussé longtemps, que tu as dû être résilient, ou toi, c'est plus comme ta force de lancer? Parce que moi, je pose la question pour les gens ici, parce qu'il y en a qui sont ultra résilients. On voit beaucoup de gens à l'APL, puis tu es d'accord, on en rencontre à toutes les semaines. Ils grindent, là, mais ils n'arrêtent pas de grinder, puis ça va mal, puis c'est qu'on va trouver des solutions, puis ils travaillent fort sur ça, mais des fois, on les rencontre, on est comme vraiment que faut changer de chemin, il faut changer la direction, on s'en va pas dans le bon sens. Pour toi, c'est quoi qui est plus important? C'est-tu l'aspect d'intelligence d'affaires ou la résilience en business? Qu'est-ce que tu accordes à ces deux valeurs-là ou ces deux choses-là en business? La question est difficile à se
à se poser quand il arrive des obstacles. Est-ce qu'on devrait pivoter ou grinder puis être résilient? Alors, c'est pas facile. Tu sais, je suis conscient avec certaines business comme le sous-titrage, je le sais qu'il y a une date d'expiration sur cette compagnie-là. OK? Alors, je suis très résilient, mais je le sais qu'un jour, le AI va être assez bon. Là, on a des auditeurs là, qui regardent le podcast actuellement qui se disent « Oh oui, c'est assez bon. » Non, je te dis, c'est pas assez bon. Sérieusement, aujourd'hui, si tu as un président d'entreprise qui parle avec un bon micro comme ça, oui, c'est très bon. Je suis d'accord. Mais pour tous les autres scénarios, multi-speaker, les termes techniques, les anglicismes, le background noise, les accents, name it, il y en a plein. C'est vraiment zéro puis une barre, surtout en français. Fait qu'on a encore du millage devant nous. Fait que, tu sais, ça, je suis conscient qu'il y a une date d'expiration. Fait qu'il faut que je développe d'autres choses on the side pour être capable de continuer. Oui, exactement. En utilisant le même modèle d'affaires et en utilisant ça comme levier. Ceci étant dit, tu sais, j'ai été chez Voyage à rabais 6 ans. On était très résilients. Ça avait déjà plusieurs années quand je suis arrivé. Il y avait beaucoup de compétition, puis il fallait faire preuve de résilience. Bref, la question est toujours difficile à se poser. Mais quelqu'un m'a déjà dit un des grands défauts des entrepreneurs, un des grands défauts des entrepreneurs intelligents, c'est quand il y a un obstacle, ils essaient de trouver un workaround, puis des fois, le workaround passe par un pivot. Puis là, souvent, ils ne devraient pas faire de pivot, puis ils devraient juste être résilients, puis continuer à persévérer dans la même business. Fait que, dans le cas de sous-titreur, ça fait pas de sens de perdurer pendant 20 ans, parce que probablement que dans 20 ans, l'AI va être assez bon. Fait que ça, je suis conscient. Mais tu sais, comme e-comptable, le montage vidéo, pour l'instant, il n'y a pas encore, on est loin d'avoir du AI assez bon pour être capable de faire confiance puis de manière complètement aveugle, fournir des données financières au gouvernement en se disant, je vais payer les taxes que le AI va décider que je vais devoir payer. Fait que je pense qu'on est assez loin. Mais il faut toujours se poser la question, Nicolas, puis écoute, je sais pas, il y a bien malin qui peut se dire expert là-dedans pour prévoir l'avenir. Je te pose la question parce que tu es un entrepreneur qui a beaucoup de succès dans ça. Fait que je trouve ça intéressant pour les gens, mais oui, ta réponse fait beaucoup de sens. Mais attends, je vais te donner un exemple, on pourra en discuter, mais tu sais, mon truc de car wash, le Need Car, que j'ai vendu aujourd'hui à 100%. Les gars, ils roulent avec ça, ils roulent très bien. Mais au début, là, quand j'ai parti ça en même temps que sous-titreur à l'origine. Hey, c'était tough. Il n'y avait aucun lave-auto. On s'entend, là, c'est mon... Je vendais des lavages d'auto sur une application. Fait que ma matière première, c'est que j'achetais des lavages d'auto, des lave-autos. Écoute, il n'y a personne qui voulait m'en vendre. Personne. Il voulait pas compétitionner contre toi au final. Non, mais il voulait pas m'en vendre. J'en aurais acheté. Il voulait pas m'en vendre. C'est pas qu'il voulait pas... Les lave-autos. Les lave-autos ne voulaient pas t'en vendre pour que tu les revendes ensuite, dans le fond. Oui. OK. Mais ils sont un peu caves, là, parce que, mais ça me il y aurait des lavages qui n'auraient pas été utilisés, il aurait perdu du revenu. Il vaut mieux $1 sûr aujourd'hui que peut-être 20 cents dans le futur. Surtout que la marge sur les lave-autos, on va se le dire, là, c'est proche du 90%. Là, fait que il aurait très bien pu m'en vendre. Personne ne voulait m'en vendre. Quand je dis personne, là, c'est ni les mom and pop shops de coin de rue en région, ni les gros brands là, comme Couche-Tard, name it. Personne ne voulait m'en vendre. Fait que, écoute, j'ai tout essayé. J'avais une armée de monde qui téléphonait, qui essayait d'en acheter par carte de crédit au téléphone. J'envoyais, écoute, j'ai une vidéo à un moment donné, j'avais full de cash sur ma table de cuisine avec les enfants. On mettait de l'argent dans des enveloppes qu'on envoyait par la poste pour pouvoir avoir des lavages. Puis on disait au gars, appelle-moi pour me donner les codes au téléphone. Je te dis... shit! Ah ouais, je me suis rendu loin. Je me disais, une fois qu'ils ont le cash dans leurs mains, ils diront pas non. Ils peuvent pas ne pas me le vendre. Ils peuvent pas dire qu'il y a un risque. Il n'y a pas de risque, crime, t'as l'argent dans les mains. C'était trop spécial pour eux autres. Pourquoi tu veux des lavages? Ils voyaient bien le modèle d'affaires. Tu vois, aujourd'hui, j'ai vendu ça. Là, les gars, ils roulent quand même avec ça pas mal. Mais ma blonde me disait, David, tous les business qui réussissent comme ça, les startups, ils ont été créés avec quelque chose de difficile à faire au début. Je sais pas si vous avez vu
télésérie de 5 épisodes sur Uber? Non, je l'ai pas vu. Quelle preuve de résilience! Tu sais, le gars, il défiait, on va se le dire, là, il défiait la réglementation dans toutes les juridictions du monde. Pas rien que la ville de Terrebonne, tu veux construire un multilogement sur un terrain, puis il faut que tu t'ostines avec la ville. Non, non. Toutes les juridictions du monde entier étaient contre lui. Ah, c'était interdit avec les taxis, ils voulaient pas qu'ils rentrent nulle part. Ça prenait quelqu'un qui était vraiment résilient, on va se le dire, là, crissement résilient. Tu sais, le gars, il devait milliardaire. Fait que ça prend de la résilience. Mais c'est sûr que, tu sais, quand ils disent play monkey games and get bananas, tu sais, si tu essaies d'être trop résilient, derrière ça, tu peux juste aller chercher 10 000 $, ben, ça vaut peut-être pas la peine. Ouais, faut que l'outcome potentiel soit... Ben oui, parce que, tu sais, moi, j'ai vu la série qui me fait penser un peu à ce que tu dis avec Spotify, que sont battus tellement longtemps pour rentrer, justement, puis avec les droits d'auteur sur la musique et tout, c'était tout un casse-tête, puis tu vois à quel point ils ont dû travailler fort. Chris, tu dis, il me semble que j'aurais abandonné 20 fois, là, quand t'es sur le bord de faire comme, je suis dans la merde, j'ai plus une scène, faut que j'aille lever des millions de dollars pour payer mon staff, pour faire ça, tu sais, t'as toutes les raisons du monde pour t'effondrer là-dessus, mais of course, le outcome de ça est ce qu'il est aujourd'hui, là, étant Spotify, puis comme Uber, même affaire, tu sais, c'est une... Comment je pourrais dire? C'est un switch de culture pratiquement, parce que la culture change, c'est plus la même façon qu'on consomme les choses puis qu'on interagit dans la société à cause de ces inventions-là. Fait que oui, puis pour les gens qui des fois sont calissement résilients pour des pinottes, effectivement, des fois, faut... Imagine. Mais tu vois, j'ai pas encore, moi, atteint un modèle d'affaires de la taille potentielle de Uber et de Spotify. Mais peut-être qu'un jour, moi, en tout cas, cette résilience-là. S'il y a quelqu'un dans mon entourage qui pourrait faire un modèle d'affaires comme ça, d'après moi, c'est toi. Fait que on va continuer à suivre dans les prochaines années. On va voir qu'est-ce qui va se passer. On va voir. Si jamais tu as besoin d'investisseurs, tu sais, tu nous le diras. Honnêtement, c'est vrai. C'est pas pour te lancer des fleurs, mais j'ai la même réponse que Nick. S'il y en a un que je vois, puis tu sais, je veux dire, je pensais que sous-titreur, c'est sûr que l'AI vient fucker la donne, je crois, mais je pense que sous-titreur, t'avais comme une lancée pour faire ton coup de circuit que tu cherches depuis si longtemps, j'ai l'impression. Tu sais, mais on n'est pas encore rendu là. Non, je suis pas mort. Je suis pas mort. Tu sais, puis actuellement, le marché... Oui. Mais tu sais, actuellement, là, on va se dire, là, les marchés des valuations des compagnies technologiques est à la baisse à cause de la récession américaine. Là. Fait que actuellement, tu sais, c'est pas le temps de le terminer, ce coup de circuit-là, si on veut. Là. Fait que là, je suis comme là avec mon bâton, là. Je suis là avec le bâton, puis je suis en attente parce que tout le monde est en attente actuellement sur le marché des startups. Là. Nice. Mais ça roule très bien sous le titreur, là. Tu sais, ça me fait vivre, puis grassement, là. En tout cas. Ouais, ben, tu sais, je pense qu'au Québec, on a quand même aussi une marge de manœuvre un petit peu plus grande pour que genre le AI rentre ici et tout. Je pense comparativement aux États-Unis puis la France et ailleurs. J'ai rencontré l'autre fois au golf un gars de mon coin ici, dans le coin de la Nodière, qui lui a une boîte de production 3D. Il fait des montages vidéo autant pour des séries sur Netflix que c'est avec un rapper qui me dit qu'il a fait Lil Durk, je pense, quelque chose comme ça. Bref, c'est des gros vidéos, là, puis du montage impressionnant que tu vois au cinéma. Puis il dit, je t'avais de fermer parce que je vais devoir mettre du monde à pied tranquillement parce que, veux pas, l'AI est en train de prendre le dessus. Puis ce genre de vidéo-là qui tourne, il dit, ça s'en vient, là, genre, puis je le sens. Moi, je le trouvais avant-gardiste un petit peu. Je trouvais que c'était comme tabarouette, me semble qu'on n'est pas rendu là encore, mais pourtant, ça prend de la place. Et que j'imagine, c'est plus au States, là. On va rire, là, mais avant de sous-titrer convenablement ce que je dis sur un podcast québécois en sacrant avec mes slangs, va falloir que l'AI soit fort en sacrant. Sérieux, là. Pour vrai, là. Tu sais, le Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean que tu sous-titres, là, David, là. C'est impossible que l'AI le pogne, là, dans la prochaine année, là. Ouais. Ça, c'est sûr, là. Il y a aussi les entreprises qui sont derrière les vidéos. Tu sais, comme il y a un gars que je connais qui est plus client là, parce que c'est un petit influenceur puis il a pas beaucoup d'argent, mais il m'a envoyé une vidéo où il avait dit « Investissez en Asie » puis ça avait écrit « N-A-Z-I ». Fait que, imagine, mettons, là, tu sous-titres une vidéo de Desjardins. Penses-tu, toi, que Desjardins voudrait que ça écrive
investi en Asie? Jamais. Jamais. Fait que, mais pourtant, il n'y a aucun humain qui créerait NAZI dans une vidéo qui ne touche pas à la Deuxième Guerre mondiale. Fait que ces affaires-là, les entreprises qui sont derrière les vidéos, eux, ils veulent s'assurer quand même d'une bonne qualité. Ouais. Nick, the bigger, the better. Ouais. Puis nous, on se spécialise dans des langues comme français canadien, bien sûr, parce qu'on est ici, mais portugais brésilien, j'en fais beaucoup. C'est ma deuxième langue en importance. Oh. Fait que ça aussi, c'est une langue que tu comprends à rien. Mais un marché de 300 millions de personnes. Ouais. Ça, c'est bien. Mais parce que, tu sais, on en voit beaucoup ces temps-ci, genre le monde, ben même moi, là, sur des clips TikTok, avec justement les CapCut de ce monde qui te font des sous-titres, là, le monde ne corrige même plus leurs fautes, on dirait, ces temps-ci. Genre, j'en vois beaucoup. Les petits influenceurs, justement, comme tu dis, là, ou les petites pages, le monde sont comme ça en calice, puis ils mettent ça comme ça. Mais c'est vrai que dès que tu arrives comme dans une coche, comme tu parles des jardins ou des grosses compagnies comme ça, les autres, ils accepteront pas ça, puis leur image est vraiment importante. Là, fait que c'est... Il y a ça, puis là, j'aimerais ça te donner la bonne statistique. Là. J'avais fait un sondage à travers le Canada. Je sais pas si vous connaissez les gars, Google Consumer Survey. C'est très, très bon. Si vous avez besoin un jour là, d'avoir une réponse à une question au sujet de la population en général, au Canada, aux États-Unis, au Québec, peu importe, là, c'est des sondages qui sont non biaisés, qui sont faits à des milliers de personnes par Google. En tout cas, bref. Puis j'avais posé la question, est-ce que si vous regardez une vidéo qui a des sous-titres avec des erreurs d'orthographe dedans, est-ce que vous allez continuer à la regarder ou pas? Puis c'est une affaire comme 70% de mémoire, mais je vous sortirai la statistique précise. 70% des gens qui vont arrêter de la regarder s'il y a des erreurs. Parce que ça brûle les yeux. Tu sais, quand tu essaies de lire un texte écrit par un enfant de 6 ans, là, tu sais, si c'est ton enfant à toi, tu vas te forcer pour le lire parce que c'est bien cute. Mais si c'est les enfants des autres, là, ça brûle les yeux, les erreurs d'orthographe. Ouais, c'est vrai que c'est désagréable, mais je pense que ça doit dépendre de l'audience aussi. Tu sais, l'audience TikTok qui est peut-être plus jeune, peut-être pas prendre attention. I don't know. Je sais pas, tu vois tout le monde faire des fautes. Des fois, je me dis, Chris, ils font du exprès. Tu sais, t'as des fautes, on dirait qu'ils font pour réagir, voire même, il y a du monde qui utilise ça pour piquer l'attention, bref. En tout cas, ça n'a jamais été recommandé dans l'histoire de publier des choses avec des erreurs d'orthographe. Je peux te dire là, que mes clients, là, quand on en fait une erreur d'orthographe, il n'y en a pas tant que ça, là, mais nécessairement, il y en a parce que même Radio-Canada font des erreurs. Hey, sérieux, c'est la fin du monde. Fait qu'imagine la quantité d'erreurs qu'ils toléreraient si ça avait été du AI. Ça serait zéro. En tout cas, bref. Non, c'était bien ça. Dans le fond, là, la question, c'est de la résilience combinée avec de l'intelligence d'affaires, mais jusqu'à un certain point, qui est genre de pas franchir l'idiotie ou se rendre en faillite. Là. Puis je pense que le domaine des technologies nécessite beaucoup plus de résilience qu'une entreprise de service résidentiel. Si ton produit de service résidentiel il l'aime pas, ben à un moment donné, switch puis pivote, alors qu'en technologie, tu vas faire face à de l'adversité. Ça va coûter cher, il va falloir que tu en déplies un peu plus si ça marche pas, mais le outcome potentiel est beaucoup plus élevé en termes d'argent. Fait que, je pense que le niveau de résilience doit être en corrélation de la difficulté du domaine de l'industrie, etc. T'sais. Parce que c'est une belle... c'est un beau résumé. Mais pour être résilient, là, il faut se mettre dans pour avoir deux positions. Il faut ou bien être complètement excité par ce projet-là. Ça, c'est impossible de garder son excitation tout le temps. Mais c'est une bonne façon, ça, d'être extrêmement résilient ou en avoir crissement besoin. Fait que, c'est vrai. Fait que si tu es capable de te mettre, puis Grant Cardone est bon là-dedans, il fait peut-être moins qu'il le faisait, mais il disait qu'il le faisait jadis, c'est que quand il était trop confortable à une place, il déménageait. Pour se rendre inconfortable. Là, ben, tu es dans l'inconfort, puis tu as besoin que les choses marchent pour devenir confortable. Et quand tu deviens confortable, puis tu es dans tes pantoufles, t'es chez vous, puis t'as du chauffage, puis t'as assez de nourriture, puis t'as tout. Ça devient difficile d'être persévérant dans un projet. Ouais, de faire le extra mile aussi, puis de pousser davantage 100%. Mets-toi dans une position d'inconfort ou dans une position d'extrême excitation. Et l'excitation, c'est une idée qui me vient de mon ami Olivier Lambert. Et des fois, quand tu manques de motivation au quotidien, essaye t'es dans ta douche, pense à certains projets dans ta business
qui t'excitent un peu plus que d'autres. Là, imagine-toi en train de... le projet, il roule bien, etc. Puis là, ça va te donner l'étincelle qu'il faut pour persévérer puis faire avancer ça. Parce qu'il y a tout le temps des affaires qu'on n'aime pas faire, mais il y a tout le temps des petits bouts de projet. Ah, il y a telle affaire, ça fait un bout que je veux faire. Ben, regarde, sais-tu quoi, je le commence maintenant. Là, ben, ça va t'amener ailleurs. Bref, on peut en parler longtemps. J'aime bien ce que tu dis, puis pour rajouter sur ça, on va terminer bientôt, là, mais pour rajouter sur ça, c'est nous, ce qu'on voyait, c'est des gens souvent qui faisaient ça, s'exciter dans la douche rapidement, OK, ça peut être un bon projet pour moi, ça, j'ai telle idée, mais qui n'avaient pas fini leur projet initiaux ou qui n'avaient rien construit. Puis ça, c'est quelque chose que je lève le flag quand même parce qu'il y a bien du monde qui dit OK, ouais, je peux avoir une idée de ci, ça, mais faut quand même que tu sois capable de construire quelque chose. C'est beau d'avoir des idées puis de vouloir lancer des nouveaux projets, mais moi, mon conseil à quelqu'un, c'est tout le temps, assure-toi que tu as quelque chose de stable avant de défocusser de ta mission initiale. Parce qu'il y a tellement de gens, je trouve, qui laissent tomber la serviette rapidement pour quelque chose de plus excitant à côté. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais assure-toi d'avoir de quoi qui roule et qu'il y ait du monde qui puisse se faire rouler. 100%. Oui. Mais ça revient aussi à ce qu'on disait au tout début, puis j'imagine qu'on va finir bientôt avec ça, mais ce qu'on disait au tout début, c'est qu'il faut commencer par des ventes. Si tu prends 1 an à bâtir ton produit ou service, tu n'as pas de vente, ben tu vas l'avoir abandonné sans avoir récolté les fruits, tu sais. Fait que commence en faisant des ventes, là, puis monte ton produit ou service à mesure que tu as des ventes. Comme ça, si tu abandonnes à un moment donné, bon, au moins, tu as généré de l'argent, puis un roulement, tu sais. Va continuer. Ouais, parce que pas faire de vente, bâtir un projet puis fermer le projet, là, ça veut dire que tu as un shitload de dettes puis de cash qui n'est pas rentré entre-temps. Puis se relever de ça, c'est traumatisant. Là. Ceux qui nous suivent depuis Day One vont s'en souvenir. Là. Ici, c'était des patchs de cloud partout. T'sais, on a une évolution de encore une vidéo par un micro moyen, mais au départ, il n'y avait rien ici. C'était dans mon sous-sol, dans ma grotte, à essayer de grinder. T'sais. Fait qu'essentiellement, je pense que c'est ça le message qu'on va envoyer à tout le monde. Arrêtez de faire du flaffa. Sauter dans les ventes, même si vous n'avez pas de contrat signé avec l'avocat, toutes des affaires, pas grave, sauter dans les actions, commencez à vous faire démontrer votre valeur, votre efficacité à vos clients, puis ensuite, vous allez monter puis bâtir votre entreprise. C'est ça le message général. Commencez avec les ventes. Les ventes viennent avant la satisfaction. Mic drop. Hey, merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait un plaisir. Puis pour tout le monde qui veut voir David, je pense que tu es assez présent sur les médias sociaux en général. Sous-titreur, Plus Crew qui fait des vidéos. Les gens, où est-ce qu'ils peuvent te trouver si jamais ils veulent? LinkedIn, c'est la place. LinkedIn, cherchez David Grégoire, vous allez voir ma grosse face avec un fond vert. Here we go. Puis c'est ça. Génial. Merci beaucoup, David. Yes. Merci. Salut. Bye. Ciao. C'est déjà terminé pour le 41e épisode. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aurais pris encore 1 heure ou 2 heures de discussion comme ça. Peut-être pourrait-on ramener David sur le podcast éventuellement. Si jamais vous voyez que c'est intéressant pour vous, ou du moins vous avez envie de nous le partager. On aime ça recevoir vos commentaires. On aime ça avoir votre point de vue sur le contenu qu'on donne. Ça nous donne des bons indicateurs sur vers quelle piste aller, vers quel type de contenu on pourrait créer davantage pour vous. Je le répète, ce contenu-là, on le fait gratuitement pour éduquer les gens, aider les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, les vendeurs à vendre mieux, à vendre plus. Encore une fois, merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une excellente journée.